Lorsqu'Isaiah Boone a été arrêté devant un magasin, la police y a vu ce qu'elle voulait voir. Un autre sans-abri noir à enfermer. Ils ne se sont jamais demandé pourquoi ces dossiers militaires avaient disparu, ni pourquoi un homme qui dormait derrière une église pouvait réciter des protocoles de mission secrète avec une clarté parfaite. En enquêtant, l'avocate commise d'office Nina Clay a découvert une vérité enfouie. Avant de devenir invisible aux yeux de la société, Isaiah avait été effacé délibérément par elle. Maintenant, accusé de crimes montés de toutes pièces dans une salle d'audience où la justice est rare pour les oublier, personne ne s'attendait à ce qu'un juge se lève et ordonne à toute la salle de se lever pour l'homme qu'on leur avait appris à ignorer. Le matin, le soleil projetait de longues ombres sur les rues usées du centre-ville. Isaiah Boone se déplaçait silencieusement entre les ruelles, les yeux baissés, les mains abîmées serrant un sac à moitié rempli de canettes en aluminium. À 62 ans, son visage était marqué par des luttes et des secrets, gravés de rides qui témoignaient de fardeaux trop lourds à comprendre pour la plupart. « Voilà, sergent », murmura Isaiah en déposant un sandwich à moitié mangé près d'un container. Un chien errant s'approcha, renifla l'offrande, puis la mangea. Isaiah le regarda, un léger sourire adoucissant son expression habituellement sévère. Le chien finit et vint frotter son nez contre sa main. Isaiah lui caressa la tête, puis se redressa. « Même heure demain, promit-il, ajustant les sangles usées de son sac à dos. Isaiah continua sa route méthodique à travers la ville. Il était invisible pour les passants, juste un autre sans-abri. Un autre problème qu'il préférait ignorer. Il appréciait cette invisibilité, car elle lui assurait une forme de sécurité, loin des questions sur les cauchemars qui le réveillaient à 3 heures du matin, trempé de sueur, cherchant une arme qui n'était plus là. À midi, Isaiah avait récolté suffisamment de canettes pour peut-être s'acheter une bouteille d'eau et une barre protéinée. Il se dirigea vers le magasin de Mason, un petit commerce qu'il fréquentait parce que l'entrée arrière menait directement à l'église Saint-Augustin, où il dormait dans une petite alcôve abritée derrière les poubelles. L'église savait qu'il était là, mais ne l'avait jamais chassé. Une petite miséricorde qu'il ne prenait jamais pour acquise. À l'intérieur, Tom Brady, un jeune homme blanc, aux cheveux clairsemés et au visage bouffi de colère, se tenait derrière le comptoir, parlant au téléphone. « Peu importe ce qu'on t'a dit. J'ai dit que j'aurais l'argent le 15, et on n'est que le 10. » Il s'arrêta, écouta la réponse. « Bon, d'accord, je vais régler ça. » Tom raccrocha juste au moment où Isaiah s'approchait du comptoir, posant $1.37. « De l'eau, » dit simplement Isaiah, sa voix éraillée par le manque de pratique. Tom fixa l'argent, puis Isaiah. La frustration de la journée sembla se cristalliser en lui, se focalisant sur l'homme noir fatigué devant lui. « Quoi, tu crois que c'est de la charité ?» lança Tom, repoussant les pièces sur le comptoir. Isaiah ne bougea pas. « Ça suffit, » dit-il calmement. « Même prix qu'hier. » « Aujourd'hui, c'est différent, » répliqua Tom en se redressant. « Le prix a augmenté. Maintenant, dégage avant de faire fuir mes vrais clients. » Isaiah récupéra son argent. « Je vais ailleurs. » Tom se précipita pour attraper son poignet. « Tu crois que tu peux perdre mon temps ? Venir ici, puer, me polluer le magasin. » Sa voix montait à chaque mot, attirant l'attention du seul autre client dans l'allée. « Lâche-moi, » dit Isaiah d'un ton plat, mais ses yeux s'étaient de soudainement affûtés, alertes. Il y avait quelque chose dans ce regard qui aurait mis en garde un homme plus observateur, une intensité qui trahissait une formation militaire sous cette apparence fatiguée. Mais Tom ne remarqua rien. Au lieu de cela, il repoussa Isaiah violemment, le faisant tomber dans un présentoir de chips. « Dégage, toi, sous-homme !» Il cracha un juron racial qui resta suspendu dans l'air, venimeux. Isaïe retrouva son équilibre avec une grâce inattendue. Il ne fit ni un pas en avant, ni un pas en arrière.
Il se contenta de se tenir là, sa posture passant subtilement d'une position désinvolte à une posture plus contrôlée, plus réfléchie. Tom attrapa son téléphone. « Je vais appeler les flics. Ce type a essayé de m'agresser. » Il cria, bien que Isaiah n'eût pas bougé d'un pouce. « Il m'a menacé. Il a dit qu'il reviendrait et mettrait le feu à mon magasin. » 10 minutes plus tard, une voiture de police s'arrêta brusquement devant le magasin. Les officiers Peter Griggs, Mike Malaloy et James Turner sortirent, ajustant leurs ceintures avec une synchronisation parfaite. Griggs, le plus âgé des trois, prit les devants. Isaiah était dehors, assis tranquillement sur un banc, attendant que la situation se calme. Il savait qu'il ne fallait pas fuir. Fuir vous rendait coupable, peu importe les circonstances. « C'est lui », demanda Griggs. Tom, qui était sorti les rejoindre, hocha vigoureusement la tête. « Oui, c'est lui. Il a pété un câble quand je lui ai dit qu'il devait payer le prix complet pour l'eau. Il a commencé à me menacer, à essayer de passer derrière le comptoir. » Isaiah se leva lentement, les mains visibles sur ses côtés. « Je n'ai rien fait. »« Tais-toi », aboya Griggs, se rapprochant. « Les mains là où je peux les voir. »« Elles y sont », répondit calmement Isaiah. La composure d'Isaiah sembla enrage Griggs. Sans prévenir, il se jeta sur lui, le plaquant au sol. La tête d'Isaiah heurta violemment le béton. Un bruit sordide se fit entendre. Le sang commença à couler sous lui. « Arrête de résister !» cria Griggs, bien qu'Isaiah soit déjà inerte. Une jeune femme de l'autre côté de la rue sortit son téléphone et enregistra la scène. « Il ne fait rien », appela-t-elle. « Il est juste assis là. » L'officier Turner s'approcha, attrapant son poignet et lui tordit jusqu'à ce qu'elle laisse tomber son téléphone. « Preuve dans une enquête en cours », dit-il d'un ton froid. « L'interférence est un délit. » Un autre témoin commença à filmer depuis sa voiture. L'officier Malaloy s'approcha, la main sur son arme. « Dégagez, monsieur. »« C'est un trottoir public, » répondit l'homme. « J'ai le droit. »« Vous avez le droit d'être arrêté pour obstruction, » coupa Malaloy. « C'est votre choix. » L'homme hésita puis partit à contre-cœur. Isaiah resta silencieux, tandis que Griggs lui passait les menottes dans le dos. Le sang coulait sur son tempe, mais ses yeux restaient de clair, fixant un point distant, comme si ce moment était séparé de sa conscience réelle. « Mettez-le dans la voiture », ordonna Griggs. Malaloy et Turner le hâtèrent, ses jambes peinant à le soutenir. Ils le jetèrent à l'arrière du véhicule, sa tête heurtant le cadre de la porte. En route vers le commissariat, Isaiah murmura des mots si faibles qu'on ne les entendait pas. « Quoi, général ? En train de donner des ordres à tes troupes imaginaires ?» lança Griggs en se moquant. Isaiah se tut à nouveau. « Celui-là, il va rester », dit Griggs à ses collègues. « Comme tous les autres, personne ne va pleurer un déchet de plus. » Au commissariat, Isaiah fut traité rapidement, photographié, fiché et placé dans une cellule. Pendant que Turner finissait le rapport, Malaloy et Griggs prenaient le sac d'Isaiah et l'emmenaient dans une salle d'interrogatoire vide. « Assurons-nous que ça colle », dit Griggs en sortant un couteau de sa poche, le nettoyant avant de le glisser dans le sac d'Isaiah. Malaloy ajouta une petite bouteille de pilule non étiquetée. « Trouvez en possession du suspect », dicta Griggs tandis que Malaloy remplissait le formulaire de preuve. Turner compléta le rapport en inventant une histoire de résistance violente et de menaces, agrémentée du témoignage du vendeur. Dans un autre coin de la ville, Nina Clay sortait du tribunal, épuisée par une journée de bataille juridique. À 27 ans, elle avait déjà l'air d'une avocate de la défense, blasée par un système où justice et loi ne se rencontraient que rarement. « Clay », appela une voix. William Barker, son mentor, arriva en courant. « Tu t'en vas déjà ? Il est à peine 19 heures. » Nina sourit fatiguée. « Seulement 12 heures aujourd'hui, pas 14. Je fais un peu moins. » Barker lui tendit un dossier. « Nouveau dossier.
Personne d'autre n'a voulu le prendre. Nina l'ouvrit, parcourut rapidement les détails. Isaiah Boone, agression, résistance à l'arrestation, possession d'armes et de drogue. Griggs était l'officier responsable de l'arrestation. Elle se redressa. Encore lui? Barker acquiesça. C'est le 4e cas ce mois-ci avec son nom. Tous des sans-abri, tous accusés de la même façon. Et tous coupables pour le juge Williams, dit Nina avec amertume. Fais attention, ajouta Barker. Il n'a pas dit un mot depuis son arrivée. L'enquête est verrouillée. Le lendemain, Nina se retrouva face à Isaiah dans une salle d'interrogatoire sombre. Isaiah était immobile, les mains croisées sur la table, les yeux fixant le mur derrière elle. La coupure à son front avait été bandée sommairement. « Monsieur Boone, je suis Nina Clay, de la Défense publique. Je suis chargé de votre dossier. » Elle attendit une réponse, mais Isaiah resta silencieux. « Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé hier ?» L'expression d'Isaiah ne trahit rien. Ni colère, ni peur, ni espoir. Juste un vide maîtrisé que Nina avait déjà vu chez des clients désabusés par le système. « Je veux vous aider, mais j'ai besoin de votre coopération », insista Nina. « Le rapport dit que vous avez menacé le vendeur et résisté à l'arrestation. Ils affirment avoir trouvé un couteau et de la drogue dans vos affaires. » Les yeux d'Isaiah se posèrent sur elle, un éclat étrange dans son regard. « Sergent Boone, dit-il doucement. Premier recon, commandement spécial interarmé. C'est tout ce que je dirais. » Nina fut surprise. « Vous avez servi dans l'armée ?» Isaiah ferma à nouveau son regard, retournant à son silence. Frustrée mais intriguée, Nina se leva. « Je reviendrai demain, monsieur Boone. Réfléchissez à ce qui pourrait aider votre défense. » En sortant, elle aperçut Griggs adossé au mur, la regardant avec mépris. « Encore une jeune fille qui veut sauver les ordures, » lança-t-il. Nina ignora la remarque, gardant la tête haute. Une fois dans sa voiture, elle chercha des informations sur le commandement spécial interarmé. La plupart des résultats étaient classifiés, mais un document déclassifié mentionnait une unité militaire active entre 2001 et 2010. Elle fronça les sourcils. Qui était vraiment Isaiah Boone? Et pourquoi Griggs semblait-il déterminé à l'enfermer? 10 minutes plus tard, une voiture de police freina brusquement devant le magasin. Les agents Peter Griggs, Mike Malaloy et James Turner en sortirent, ajustant leur ceinture avec une synchronisation parfaite. Griggs, le plus âgé des trois, portant des rayures de sergent, prit les devants. Isaiah était sorti, assis tranquillement sur un banc, en attendant que la situation se dissipe. Il savait qu'il valait mieux ne pas fuir. Fuir, c'était se rendre coupable à leurs yeux, peu importe la situation. « Ça, c'est lui ?» demanda Griggs. « Oui, c'est lui », répondit Tom. « Il a pété un câble quand je lui ai dit qu'il devait payer tout le prix pour l'eau. Il a commencé à me menacer et à s'approcher du comptoir. » Isaiah se leva lentement, les mains visibles à ses côtés. « Je n'ai rien fait, » dit-il calmement. « Ferme-la, » ordonna Griggs, se rapprochant rapidement. « Les mains où je peux les voir. »« Elles sont là, » répondit Isaiah. Quelque chose dans le calme d'Isaiah sembla irriter Griggs. Sans prévenir, il se jeta sur lui, le projetant au sol. La tête d'Isaiah heurta le trottoir avec un bruit de craquement sinistre. Le sang commença à s'écouler sous lui. « Arrête de résister !» hurla Griggs, bien qu'Isaiah soit inerte sous lui. Une jeune femme de l'autre côté de la rue leva son téléphone pour filmer la scène. « Il ne fait rien !» cria-t-elle. « Il est juste assis là. » L'agent Turner s'approcha, attrapant son poignet et le tordant jusqu'à ce qu'elle laisse tomber son téléphone, qu'il écrasa sous son pied. « Preuve dans une enquête en cours, » dit-il d'un ton plat. « Interférer est un délit. » Un autre passant commença à filmer depuis sa voiture. L'agent Malaloy s'avança, la main sur son arme. « Vas-tu partir, monsieur ?»« Je suis sur le trottoir, c'est un espace public, » répondit l'homme. « Tu as le droit d'être arrêté pour obstruction, »
coupa Malaloy. C'est ton choix. L'homme hésita puis s'éloigna à contre-cœur. Isaiah resta silencieux, tandis que Griggs lui passait les menottes de manière brutale. Du sang coulait de son front, mais ses yeux restaient clairs, fixés sur un point éloigné, comme si ce moment n'était qu'une extension de son inconscient. « Faites-le monter dans la voiture », ordonna Griggs. Malaloy et Turner le hissent sur pied, le traînant jusqu'à la voiture de patrouille, ses jambes à peine capables de le soutenir. Ils le poussèrent dans le siège arrière, sa tête heurtant le cadre de la porte. En route vers le commissariat, Isaiah bougea légèrement les lèvres, murmurant des mots trop faibles pour être entendus. « Qu'est-ce que tu dis » Griggs lança d'un ton moqueur. « Tu donnes des ordres à tes soldats imaginaires ?» Isaiah se tut de nouveau. « Celui-là va rester, » dit Griggs à ses collègues. « Comme tous les autres. Personne ne va pleurer un autre déchet de la rue. » Au commissariat, Isaiah fut traité rapidement, photographié, ses empreintes prises et placées en cellule. Pendant que Turner remplissait la paperasse, Malaloy et Griggs emportaient le sac en lambeaux d'Isaiah dans une salle d'interrogatoire vide. « Assurons-nous que ça tienne », dit Griggs en sortant un couteau de sa poche, qu'il essuya avant de le glisser dans le sac d'Isaiah. Malaloy ajouta une petite bouteille de pilule sans étiquette. « On a trouvé ça sur le suspect », dicta Griggs pendant que Malaloy complétait le formulaire de preuve. « Le suspect est devenu belliqueux et a menacé les agents et les civils. » Turner compléta le rapport, transcrivant méticuleusement la narration inventée de résistance violente et de menaces. Il ajouta la déclaration du commerçant, embellie avec des détails sur l'agression supposée d'Isaiah. Pendant ce temps, Nina Clay, avocate de la défense, sortait du tribunal, les épaules tendues, après une journée de bataille perdue d'avance. À 27 ans, elle développait déjà ce regard distant typique des jeunes idéalistes qui comprennent vite que justice et loi sont des cousines éloignées. « Clay », une voix l'interpella. William Barker, son mentor aux cheveux grisonnants, la rejoignit. « Tu pars déjà ? Il est à peine 19 heures. »« Je me permets de partir plus tôt. J'ai eu une journée de 12 heures, pas de 14. Je fais des progrès, » répondit-elle en souriant fatiguée. Barker afficha une expression douce. « Allez, accroche-toi encore un peu. Ce dossier est important. On va peut-être pouvoir embaucher un autre avocat. » Plus tard, Nina ouvrit un dossier contenant les informations sur Isaiah Boone. Le rapport mentionnait des accusations d'agression, de résistance à l'arrestation, de possession d'armes et de drogue. Griggs était l'agent en charge de l'arrestation. Griggs, encore lui, pensa Nina, exaspérée. Elle savait qu'il avait un historique problématique. Au centre de détention, Isaiah restait immobile. Ses yeux suivaient les mouvements des agents dans le couloir, sans montrer d'émotion. Un agent, Miller Jenkins, fit tomber son plateau repas, éclaboussant Isaiah. « Oups !» ricana-t-il. « Tu n'as pas assuré l'exercice, soldat. » Isaiah resta sans bouger. Un autre agent, James Bell, approcha, lui tendit une serviette. « Nettoie-toi », dit-il à haute voix et à haute voix, pour les autres. Mais, en lui remettant la serviette, il murmura « Ne les laisse pas te briser. » Isaiah leva les yeux vers lui un instant, puis revint à son masque d'indifférence. De retour dans le café, Nina montra une photo d'Isaiah à Ryan Foster, un ancien médecin militaire qu'elle avait défendu il y a 2 ans. « Tu reconnais cet homme ?» demanda-t-elle. Ryan se figea en voyant la photo. « Putain, il appartient à une unité dissoute. Des opérations secrètes. »« Des opérations ?» demanda Nina. « Des opérations qu'on écrit hors des livres d'histoire quand ça tourne mal. » Ryan baissa la voix. « T'as affaire à un vieux dossier avec des amis à Washington. » Le lendemain, Nina rencontra Elijah Cross, un journaliste, qui lui parla de vétérans sans-abri arrêtés par les mêmes policiers, tous avec des accusations similaires. « Regarde ce dossier, dit-il. Ça fait 1 an que je suis ce schéma, des vétérans sans-abri, accusés à tort, puis disparus du système après la condamnation. C'est systématique. »
Nina se retrouva face à une situation plus vaste qu'elle ne l'avait imaginée. Elle demanda une rencontre avec le juge Franklin Williams, qui présiderait l'audience d'Isaïe. Après une longue attente, elle exposa ses préoccupations concernant des falsifications de preuves dans l'affaire. « Ces accusations sont sérieuses », dit le juge Williams d'un ton glacé avant de l'envoyer bouler. « Je vous demande juste une analyse équitable de toutes les preuves. » Mais la réponse du juge la laissa de plus en plus mal à l'aise. Elle savait que le système voulait faire taire Isaïe. Le lendemain, Elijah lui envoya un message. « J'ai trouvé quelque chose. On se voit demain, même endroit. » Le lendemain matin à 7 heures, Nena arriva et trouva Elijah déjà là, tenant un article de journal jauni dans une pochette plastique. « Cela m'a demandé des recherches, » dit-il en lui tendant le document. Il s'agissait d'une photo d'une opération classifiée de 2007. « Regarde derrière le général. » Nena scruta l'image. Un général 4 étoiles était au premier plan, mais derrière lui, à peine visible, se trouvait un jeune Isaiah Boone, portant l'uniforme d'une unité d'élite. Pourquoi un soldat décoré se retrouverait-il sans abri et effacé des archives officielles ? S'interrogea-t-elle. C'est la question, acquiesça Elijah. Et quelqu'un fait tout pour s'assurer que cette question ne soit jamais répondue au tribunal. Nena sentit un frisson la parcourir. Ce cas était bien plus grand et dangereux que ce à quoi elle s'attendait. À la prison, Isaiah était assis comme à son habitude, dos droit, yeux fixés devant lui. Nena posa la photo sur la table entre eux. « C'est toi, n'est-ce pas ?» Isaiah ne répondit pas immédiatement, mais une lueur de reconnaissance passa dans son regard. « Isaïe, » dit-elle doucement, « je veux comprendre ce qui s'est passé, pas seulement au magasin, mais avant tout cela. » Isaiah finit par parler, ses mots mesurés. « J'étais d'abord tireur d'élite, envoyé en Afghanistan en 2002. Meilleur de mon unité pour éliminer des cibles à longue portée. Après 3 tournées, il fut promu à des postes de commandement pour des opérations secrètes, les genres de missions qui n'existaient de pas sur le papier. »« Nettoyage » demanda Nena. Isaiah décrivit une mission en 2008, où son équipe fut envoyée pour effacer les preuves d'un massacre de civils par des contractants militaires privés liés au gouvernement. « Ils voulaient qu'on brûle tout », expliqua-t-il. « Mais ces gens avaient des familles, des enfants qui méritaient de savoir ce qui leur était arrivé. »« Tu as désobéi à l'ordre », devina Nena. Isaiah acquiesça, les yeux sombres. « J'ai envoyé des copies à un dépôt sécurisé. 3 jours plus tard, j'ai été dégradé, étiqueté comme menace pour la sécurité et renvoyé sans honneur. » Il évoqua ensuite la tragédie qui frappa sa famille après son retour. Sa femme, Alicia, mourut dans un accident de voiture, ses freins ayant été sabotés. « La police a dit que c'était une erreur du conducteur, » dit Isaiah avec amertume. « Et ta fille ?» demanda Nena. « Les services sociaux l'ont prise, ils ont dit que j'étais instable. » Il expliqua comment, rongé par les flashbacks et l'alcool, il se retrouva dans la rue. Nena se souvint alors des policiers impliqués dans son arrestation. « Est-ce qu'ils pourraient être liés à ton passé ?» Isaïe secoua la tête. « Non, ce sont juste des flics corrompus, mais quelqu'un pourrait les utiliser. Il parle aussi de la mort mystérieuse d'un ancien camarade, 1 mois plus tôt, les causes naturelles, dit-il avec dédain. » En sortant de la prison, Nena réalisa que ce cas dépassait largement une simple arrestation. Le lendemain, elle accéda au dossier d'arrestation du policier Griggs et découvrit un schéma inquiétant. Parmi ces 36 arrestations récentes, 23 concernaient des sans-abri, 8 étaient des vétérans, dont 5 avaient des charges similaires à celles d'Isaiah. Tous avaient plaidé coupables sous pression, sauf un qui était mort en détention. Guidée par Elijah, Nena se rendit à la maison de soins pour vétérans Pinewood, où elle rencontra Calvin Rivera, un ancien soldat handicapé. Il reconnut immédiatement Isaïe. « Je n'ai jamais pensé entendre ce nom à nouveau, » dit-il en roulant sa chaise vers elle. « Comment est-il en difficulté »
et je pense que cela est lié à ce qui est arrivé à ton unité. » Cal resta silencieux un long moment, ses yeux calculants. « Que t'a exactement raconté Isaiah à propos de l'opération Nightwind, des preuves qu'il a préservées, de sa radiation ?» Les mains de Cal se serrèrent sur les accoudoirs de son fauteuil roulant. « Isaiah Boone était l'homme le plus honorable avec qui j'ai jamais servi, » dit-il finalement. « Un homme prêt à mourir plutôt que de trahir sa parole. Nous avons tous payé, mais Isaiah a payé le prix fort. Son dossier n'a pas été simplement scellé, n'est-ce pas ?» insista Na. « Non, » confirma Cal. « Il a été effacé, comme s'il n'avait jamais existé. » Il se pencha en avant. « Tu comprends ce que cela signifie ? Quelqu'un avec assez de pouvoir pour effacer un soldat décoré de l'histoire le considère toujours comme une menace. » Nena quitta Pinewood avec plus de questions que de réponses, mais une certitude, Isaiah Boone était un homme qui s'était opposé à la corruption au plus haut niveau et en payait encore le prix. Ce soir-là, Nena tenta à nouveau d'accéder au site d'archives militaires, cherchant toute trace de l'unité d'Isaiah. L'écran se vida soudainement, puis un message d'erreur apparut. Accès refusé. Quelques secondes plus tard, un coup ferme retentit à la porte de son appartement. Na hésita, puis regarda dans le judas. Un homme en costume sombre se tenait là, sa posture rigide et professionnelle. Pas un policier, quelque chose d'autre. Le cœur battant, elle ouvrit la porte de quelques centimètres, la chaîne de sécurité en place. « Mademoiselle Clay. » La voix de l'homme était neutre, son expression impassible. « Un message pour vous. » Il tendit une enveloppe à travers l'écart. Na la prit prudemment. « De qui ?» Mais l'homme s'éloignait déjà. « Bonne soirée, conseillère. » À l'intérieur de l'enveloppe, une seule feuille de papier avec un mot écrit en lettres capitales « Faites attention ». Pendant ce temps, à la prison du comté, l'officier Bell faisait ses rondes du soir. En passant près de la salle de repos, il entendit Griggs et Malloy rire. « Clay fouille dans les archives », disait Griggs. « Comme les deux derniers avocats qui ont essayé de s'en mêler, elle finira par abandonner. » Malloy répondit avec confiance. « Ils le font toujours quand les choses deviennent personnelles. » Bell continua de marcher, son visage impassible, mais son esprit tournait à toute vitesse. Il surveillait ses policiers depuis des mois, documentant leurs abus quand ils le pouvaient sans se faire repérer. Le cas d'Isaiah Boone pourrait enfin être celui qui les exposerait si Bell trouvait le courage d'agir. Tard dans la nuit, dans un rêve étrange, Isaiah se retrouva à nouveau dans la chaleur étouffante d'un désert lointain. Lui et 4 autres soldats se déplaçaient eux silencieusement à travers un complexe abandonné, rassemblant des documents dans un bureau caché. L'air sentait la poussière et la poudre. « Dépêche-toi », pressa le lieutenant Wilson, surveillant la porte. « On a 10 minutes avant la frappe aérienne. » Isaiah et les autres travaillaient méthodiquement, triant les papiers et les fichiers, séparant l'intelligence de la désinformation. « Monsieur », appela Isaiah en tenant un dossier étiqueté « Opération Nightwind ». À l'intérieur se trouvaient des documents sur des armes et des cargaisons détournées des lignes d'approvisionnement militaire vers des marchands de la marché noire, avec des signatures d'officiels américains. Wilson regarda les documents, puis Isaiah. « Brûle tout », ordonna-t-il. Isaiah hésita en voyant les noms de personnes impliquées dans de telles transactions. « Monsieur, ceci est une preuve de… » « C'est un ordre, sergent. Cette opération n'a jamais eu lieu. » Alors que les flammes dévoraient les documents, Isaiah glissa une clé USB dans sa poche, une copie de sécurité qu'il avait faite pendant que son équipe était distraite. Une décision qui finirait par lui coûter tout. À des kilomètres de là, dans un appartement modeste, Alia Boone, 24 ans, était assise en tailleur sur son lit, entourée de vieilles photos et lettres. Le journal de sa mère était ouvert à côté d'elle, ses pages jaunies par le temps. « Qui étais-tu vraiment ?» murmura-t-elle en effleurant une photo décolorée d'un homme noir, grand, en uniforme militaire, le visage sérieux mais bienveillant. « Son père »,
un inconnu qu'elle se souvenait à peine. Elle tourna les pages du journal, s'arrêtant sur une entrée datant de 2 semaines avant l'accident de sa mère. « Je pense qu'on nous surveille. La même voiture est garée en face depuis 3 jours. J'ai dit à Isaiah qu'il était paranoïaque, mais maintenant je ne suis plus si sûr. Qu'a-t-il vraiment ramené de là-bas » Ahalia rassembla les photos et pages du journal, ses mains tremblantes. Il s'était passé quelque chose dans sa famille. Quelque chose de plus que l'histoire officielle d'un vétéran en difficulté qui ne parvenait pas à s'adapter à la vie civile. Elle ouvrit son ordinateur portable et commença à taper, téléchargeant les images sur un forum privé, à la recherche d'informations sur ce soldat, possiblement lié à des opérations classifiées entre 2005 et 2008. « C'est mon père, et je dois savoir ce qui lui est arrivé. » Le matin de l'audience préliminaire d'Isaiah arriva avec un développement inattendu. Nena arriva tôt au tribunal et trouva Ben Williams, l'avocat adjoint du procureur, qui l'attendait avec un sourire suffisant. « Nous modifions les charges », annonça-t-il en lui tendant un document. « Ajoutez un témoignage anonyme décrivant comment votre client a menacé plusieurs personnes dans le parc avant l'incident du magasin. » Nena parcourut rapidement le document, sa suspicion grandissant. « Le timing est pratique », nota-t-elle, examinant la signature du témoin. L'écriture semblait étrangement familière. Après le départ de Williams, Nena sortit d'autres documents du dossier, comparant les signatures. La signature du témoin présumé avait la même boucle particulière sur la lettre « Idrak » que celle de l'officier Malloy sur le rapport d'arrestation. « Bien joué », murmura-t-elle en photographiant les preuves avec son téléphone. Dans la salle d'audience, Nena présenta ses découvertes au juge Williams, exposant méthodiquement les similitudes entre les signatures et demandant que le témoignage anonyme soit rejeté comme preuve frauduleuse. Le juge fronça les sourcils, manifestement contrarié d'être mis sur la sellette. Après un moment tendu, il finit par accepter la motion de Nena. « Le témoignage anonyme est retiré du dossier », déclara-t-il, évitant le regard de Griggs dans la galerie. C'était une petite victoire, mais Nena sentit que la dynamique changeait. Cet après-midi-là, Nena et Elijah retournèrent à la maison de soins Pinewood pour parler à Cal Rivera. Cette fois, Cal semblait prêt, avec une boîte à chaussures remplie de vieilles photos sur ses genoux. « J'ai réfléchi à ce que tu m'as demandé », dit-il en leur faisant signe de s'asseoir. À propos du passé d'Isaïe. Il sortit une photo décolorée de 6 soldats devant un hélicoptère, les bras autour de leurs épaules. C'était notre unité, les meilleurs des meilleurs. Na reconnut immédiatement Isaiah, plus jeune, plus fort, mais avec les mêmes yeux vigilants. Isaiah devait recevoir la médaille de la valeur, continua Cal, sa voix teintée de colère ancienne. Il avait sauvé 18 otages et 4 membres de l'équipe lors d'une extraction qui avait mal tourné. La cérémonie était programmée, puis annulée sans explication. « Quand cela ?» demanda Elijah en prenant des notes. « 2 semaines avant qu'il le renvoie, » répondit Cal. Quelqu'un a passé un appel, et soudainement, 15 ans de service exemplaire ne comptaient plus. Ils s'apprêtaient à partir, lorsque Cal saisit le poignet de Na avec une force surprenante. « Il y a autre chose que tu devrais savoir, » dit-il doucement. 3 des hommes sur cette photo sont morts, des accidents. Isaiah et moi sommes les seuls survivants. Les implications, non exprimées mais comprises, flottèrent entre eux. Au comté, l'officier Bell se trouvait à un carrefour. Depuis des mois, il était témoin des abus de pouvoir de Griggs et ses partenaires, particulièrement envers les détenus sans abri et malades mentaux. Mais parler dans un service qui protège les siens était un chemin rapide vers la fin de sa carrière, voire pire. Cette nuit-là, Bell resta tard, attendant que la zone de réservation soit déserte. Avec sa carte d'accès, il entra dans la salle d'épreuve et copia les vidéos de la caméra corporelle de l'arrestation d'Isaiah sur une clé USB. Puis, il remit tout en place. Le lendemain soir, Bell se glissa dans la petite chapelle de la prison,
un ancien local de stockage rarement utilisé, sauf par le chapelain. Il y plaça la clé USB à l'intérieur d'une Bible ouverte au livre d'Isaïe. « Pardonne-moi » murmura-t-il, incertain s'il s'excusait pour son silence ou pour le risque qu'il prenait. Pendant ce temps, le poste d'Aalia commençait à faire parler. Des groupes de vétérans et des forums militaires partageaient la photo de son père et cherchaient des informations. Des anciens militaires reconnurent l'insigne de l'unité, même s'ils ne connaissaient pas personnellement Isaiah. Aalia rassemblait toutes les informations, reconstituant l'histoire de son père que les canaux officiels avaient essayé d'effacer. L'enquête de Nar la conduisit à une installation de stockage en périphérie de la ville. En utilisant les maigres effets personnels d'Isaiah, elle localisa un petit casier sous le nom de Samuel Rivers, un alias utilisé lors des opérations secrètes. Le gérant de l'installation, sceptique, se laissa convaincre lorsqu'elle lui montra la clé cachée dans le sac à dos d'Isaiah. Le casier avait été payé pendant 15 ans, grâce à des paiements automatiques d'un compte en fiducie. À l'intérieur, Na trouva un journal en cuir, une plaque d'identité rouillée et plusieurs contenants étanches contenant des photos et documents des opérations d'Isaiah, certains avec des officiers militaires de haut rang, y compris des généraux américains. Elle comprit qu'elle détenait des pièces d'une histoire délibérément effacée et peut-être la clé pour libérer Isaiah. Le soir même, Na rencontra William Barker, son mentor, chez lui, en dehors de la ville. Après avoir examiné les preuves, Barker lui confirma que le juge actuel, Williams, était compromis. Son fils avait été arrêté pour des charges de drogue qui avaient mystérieusement disparu. « Je parie que Griggs était l'officier arrestateur », dit Na. Barker acquiesça gravement. « Les flics ont quelque chose sur lui et l'utilisent pour le contrôler. Il ne pourra jamais juger équitablement le cas d'Isaiah. » Au Bay City Tribune, Elijah était confronté à sa propre bataille. Son article dénonçant le ciblage systématique des vétérans sans abri par la police était prêt à être publié, mais son éditeur refusa catégoriquement. On ne peut pas le publier. Pas assez de corroboration. Frustré, Elijah décida de ne pas abandonner l'histoire. Il la soumit au site Truthline, un site de lanceurs d'alerte réputé. L'article se répandit rapidement parmi les groupes de défense des vétérans et les forums de responsabilité policière. De retour dans son bureau, Na analysait le journal d'Isaiah. Les dernières entrées détaillaient un accord d'armement qui avait mal tourné, avec des armes américaines détournées vers des seigneurs de guerre régionaux. Isaiah avait nommé des responsables, dont un haut fonctionnaire qui occupait désormais un poste important à Washington. « C'est pourquoi ils l'ont effacé », murmura-t-elle. « Il en savait trop. » Alors qu'elle continuait à croiser les informations, un message d'Elijah arriva. « Il faut se voir maintenant. J'ai trouvé la fille de ton client. » Le cœur de Na se serra. Aalia. De l'autre côté de la ville, Bell, assis dans sa voiture devant la prison, réfléchissait à sa prochaine décision. La clé USB avec les images de la caméra corporelle était un véritable risque. S'il était pris à divulguer des preuves, sa carrière serait terminée, et cela pourrait être le moindre de ses soucis. Il décida de se rendre à la rencontre de son frère Miguel. Le lendemain matin, Na observa une jeune femme noire entrer dans le café, ses mouvements délibérés et mesurés. Aalia Boone avait les yeux vigilants de son père et les traits délicats de sa mère. « Miss Clay », dit-elle en s'approchant de la table où Na et Elijah l'attendaient. « Vous avez dit que vous représentez mon père. S'il vous plaît, asseyez-vous. » C'était Elijah Cross, un journaliste qui aidait avec l'affaire. Aalia s'assit, le dos droit, les mains posées sur la table. « Je cherche mon père depuis des années, » dit-elle doucement. « Le système m'a dit qu'il m'avait abandonné, qu'il était dangereux, instable. »« Ce n'est pas vrai, » répondit fermement Na. « Ton père a été réduit au silence à cause de ce qu'il savait, ce qu'il avait essayé de dévoiler. Il ne t'a jamais arrêté de t'aimer. » L'attitude d'Aalia se fissura légèrement.
J'ai ses yeux, dit-elle presque pour elle-même. C'est ce que ma mère d'accueil disait. Na glissa une photo récente d'Isaïe sur la table. Il a besoin de ton aide maintenant. Alia fixa l'image, traçant du doigt le visage marqué de son père. Dis-moi tout, dit-elle, sa voix se renforçant avec détermination. Alors que Na expliquait l'affaire, de l'arrestation injuste à la vaste conspiration autour du passé militaire d'Isaiah, l'expression d'Alia passa du choc à la détermination. Je suis étudiante en droit, en 2e année à l'université d'État. Je peux aider avec des recherches, des témoignages, tout. Il y a autre chose, ajouta Elijah. L'accident de ta mère. On a des raisons de croire que ce n'était pas un accident. Alia hocha lentement la tête. J'ai trouvé son journal le mois dernier. Elle soupçonnait qu'il les surveillait juste avant sa mort. La réunion dura plusieurs heures. 3 étrangers unis par une cause commune, libérer Isaiah Boone et exposer la corruption qui avait détruit sa vie. Plus tard dans la journée, l'agent Bell aborda Na lorsqu'elle sortait du tribunal. Son uniforme était en désordre, ses yeux rouges à force de manque de sommeil. « Il faut que je te parle », dit-il urgemment, jetant des regards furtifs autour de lui. « Pas ici. » Ils se rendirent dans un parc isolé, Bell vérifiant constamment qu'il n'était pas suivi. Lorsqu'ils atteignirent un banc, il sortit une clé USB de sa poche. « Des images de caméras corporelles », expliqua-t-il à voix basse. « De l'arrestation d'Isaïe, Griggs ne savait pas que ma caméra était encore allumée. » Na prit la clé USB, comprenant le risque que Bell avait pris. « Ça pourrait tout changer. » Bell hocha la tête, ses mains tremblant alors qu'il essuyait des larmes. « Je les ai vus planter ce couteau, cette bouteille. J'ai entendu Griggs dire « L'ancien a trop vu, on va l'enterrer comme les autres. » Na glissa la clé dans sa poche. « Merci, je sais ce que cela t'a coûté. »« Fais en sorte que ça compte, » répondit Bell, déjà en train de s'éloigner. « Fais le bien. » Le soir même, Nena, Elijah et Alia se réunirent dans le bureau de Nena pour examiner les vidéos de la caméra corporelle sur un ordinateur sécurisé. La vidéo était accablante. Une preuve claire que Griggs avait planté des preuves dans le sac à dos d'Isaiah, accompagnée de déclarations explicites sur la façon de rendre les charges valides. « On les a », souffla Elijah, regardant la vidéo pour la 3e fois. « Ça prouve tout. » « Pas tout, » avertit Na. « Ça prouve que cette arrestation était frauduleuse, mais pas la grande conspiration contre Isaiah. »« C'est un début, » dit Alia fermement. « Une fissure dans leur armure. » Elle fixa l'image de Griggs tenant le couteau planté. « Et une fois qu'on commence à tirer sur ce fil, tout va se défaire, » conclut Na avec un sourire déterminé. Le matin, le soleil filtrant à travers les stores du bureau de Na, elle posa la clé USB contenant les images de Bell sur le bureau de son superviseur. Howard Morgan, le chef des avocats de la défense du comté, s'inclina en arrière, les doigts croisés sous son menton. « Tu comprends ce que tu me demandes ?» La voix de Morgan était basse. « C'est pas juste une motion pour supprimer des preuves. Tu accuses des policiers décorés de complot. »« Je ne te demande rien d'autre que de faire ton travail, » répondit Na en glissant un dossier sur le bureau. « La motion est déjà rédigée. Il ne manque plus que ta signature. » Morgan feuilleta le document, son froncement de sourcils s'accentuant. « Tu vas rendre des gens très puissants, très mal à l'aise. »« Ils devraient l'être, » dit Na, fermement. « Ils ont piégé des vétérans sans abri, et ils s'en sont tirés. » Morgan referma le dossier sans signer. « Je dois réfléchir à ça. Il faut aussi considérer les implications pour notre bureau. Le budget sera revu le mois prochain et le bureau du procureur. » « Ce n'est pas une question de politique, » interrompit Na. « Isaiah Boone est innocent. Cela devrait être notre seule considération. »« Rien n'est jamais aussi simple, et tu le sais, » répondit-il en lui rendant le dossier. « Donne-moi 24 heures. » Et Na, sa voix baissa. « Sois prudente. Il y a des lignes qu'on ne peut pas traverser et revenir en arrière. »
En sortant du bâtiment, Na remarqua une berline noire, garée de l'autre côté de la rue, avec des fenêtres teintes au-delà de la limite légale. La silhouette du conducteur était visible, mais indistincte. Elle se sentit observée en marchant vers sa voiture. Au commissariat, l'agent Bell complétait sa ronde du matin, avec une tension palpable, tentant de maintenir sa routine, malgré l'anxiété qui nouait son estomac. Alors qu'il passait devant la salle de repos, l'agent Griggs sortit et bloqua son chemin. « Bell, » dit Griggs d'un ton décontracté. « Je t'ai vu traîner près de la chapelle hier. Tu as trouvé Jésus tout à coup, et... » Bell garda un visage neutre. « Je vérifiais l'espace. Le chapelain a signalé des objets manquants. »« C'est marrant, » dit Griggs en s'approchant. « Les vidéos de sécurité montrent que tu es resté près de 10 minutes là-bas, regardant de près cette Bible. » Le cœur de Bell battait à tout rompre, mais il soutint le regard de Griggs. « Je ne sais pas ce que tu insinues. »« J'insinue rien, » sourit Griggs, son sourire ne touchant pas ses yeux. « Juste un petit rappel. C'est ton frère Miguel, non ? Son statut est encore en traitement. Ce serait dommage si quelqu'un signalait des irrégularités dans sa demande. » Les poings de Bell se serrèrent. « Tu me menaces ? » ?»« Menacer ? Non, » répondit Griggs en lui tapotant l'épaule, sa prise douloureusement serrée. « Je veux juste qu'on soit bien clair. » Puis Griggs s'éloigna. Bell s'appuya contre le mur, le souffle court. Il savait qu'il y aurait des conséquences, mais la réalité de la menace contre son frère était terrifiante. Cet après-midi-là, Nena et Ahalia rendirent visite à Isaiah à la prison. Lorsque Ahalia entra dans la salle de visite, le changement chez Isaiah fut immédiat et profond. Sa posture rigide se détendit, ses yeux s'écarquillèrent de reconnaissance et d'incrédulité. « Ahalia » murmura-t-il, presque inaudible. Elle resta figée un moment, observant le visage qu'elle n'avait connu que par des photos fanées, maintenant marqué par le temps et la souffrance. « Papa » dit-elle simplement, un mot lourd de 16 ans d'absence. Isaiah tendit les mains, tremblantes, s'arrêtant juste avant de la toucher. « Tu ressembles tellement à ta mère » murmura-t-il, des larmes montant dans ses yeux. Ahalia combla la distance, prenant ses mains dans les siennes. « Je t'ai cherché, je n'ai jamais cessé de penser à toi » dit Isaiah, sa voix se stabilisant. « Chaque jour, chaque nuit, tu étais toujours avec moi. » Na s'écarta, leur laissant un moment de vie privée dans cet espace institutionnel qui n'en permettait pas. La réunion était silencieuse, puissante, un petit moment de guérison au milieu du chaos. Lorsque l'attention revint à l'affaire, la détermination d'Isaïe était palpable. Une nouvelle flamme brillait dans ses yeux, une raison de se battre au-delà de la simple survie. Après la visite, Nena tenta de déposer une assignation pour que l'officier Bell témoigne sur les vidéos de la caméra corporelle. Le juge Williams signa à contre-cœur l'ordonnance, bien que ses mains tremblent légèrement. Cette nuit-là, Bell rentra dans son petit appartement du côté est de la ville. Lorsqu'il ouvrit la porte, il sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. L'air était différent, perturbé. Il attrapa son arme hors service, mais avant qu'il ne puisse l'utiliser, un coup violent frappa l'arrière de sa tête. Il se réveilla brièvement pendant l'attaque, apercevant des vêtements sombres, des mains gantées et le bruit déchirant de ses côtes qui se brisaient. Avant de sombrer à nouveau dans l'inconscience, il entendit une voix qui ressemblait à celle de l'officier Malloy. « La prochaine fois, ce sera ton frère. » Des heures plus tard, une infirmière de l'hôpital général de Bay City se pencha sur le corps brisé de Bell. Son visage était presque méconnaissable sous les gonflements et les ecchymoses, des tubes sortant de son nez et de sa bouche. Lorsqu'elle ajusta son davy, les yeux de Bell s'ouvrirent brièvement, et il saisit son poignet avec une étonnante force. « Non, Nena Clay » souffla-t-il à travers ses dents brisées, pressant un petit flash drive dans sa paume. « Avocate, trouvez-la, donnez-lui ça !» L'infirmière regarda le petit appareil, puis le rangea rapidement dans sa poche. « Je la trouverai,
promit-elle. Maintenant, reposez-vous. Pendant ce temps, l'article d'Elijah, divulgué sur Truthline, avait déclenché une tempête d'intérêt public. Les hashtags Drew Justice pour Isaiah et Drew Veterans Not Vagrants étaient en tendance sur les réseaux sociaux. Nena a reçu des appels de vétérans retraités du pays entier offrant leur soutien, leurs ressources et des témoignages sur des cas similaires de harcèlement policier. Un groupe s'identifiant sous le nom de Watch Dogs contacta Elijah via des canaux cryptés, lui fournissant un rapport de mission de l'opération Nightwind, expurgé des dossiers officiels. Le document confirmait les dires d'Isaiah. Il avait rapporté des activités illégales de la part de ses supérieurs et avait été systématiquement réduit au silence. L'attention croissante du public enragé, l'officier Griggs. Il entra en trombe dans le bureau du procureur William Peterson, claquant la porte derrière lui. « Il faut que ça disparaisse », exigea Griggs, jetant l'impression de l'article d'Elijah sur le bureau de Peterson. Ce dernier, un homme qui avait bâti sa carrière sur son approche ferme face au crime et ses bonnes relations avec les forces de l'ordre, redressa sa cravate nerveusement. « Que suggérez-vous exactement ?» demanda Peterson. « Augmenter les charges, agression grave, tentative de vol, qu'elles tiennent, » répondit Griggs. « Sur quelle base ?» interrogea Peterson. « Peu m'importe la base. » Griggs l'interrompit. « Ce que je veux, ce sont des résultats. Les élections arrivent. Peterson, vous voulez vraiment être le procureur qui a laissé les meurtriers de policiers en liberté ?» Peterson se raidit. « Boone n'a tué personne. »« Pas encore, » rétorqua Griggs en se penchant sur le bureau. « Mais imaginez les gros titres, si c'était le cas. Procureur libère un criminel dangereux qui tue un policier. Votre carrière serait finie. » Après un instant d'hésitation, Peterson acquiesça. « Je vais déposer les charges modifiées demain matin. » Nina reçut l'avis des charges escaladées avec une résignation sombre. C'était une manœuvre désespérée, mais dangereuse. Elle appela les chambres du juge Williams pour demander une réunion d'urgence. Le juge accepta de la voir ce soir-là, après les heures normales d'audience. En entrant dans ses chambres, Nina remarqua immédiatement combien il semblait fatigué, les cernes sous ses yeux et une légère tremblement dans ses mains. « Soyez rapide, avocate, » dit Williams sans la regarder. « Monsieur le juge, je vous demande de revoir les nouvelles preuves dans l'affaire Boone. » Nena posa un dossier sur son bureau. La vidéo de la caméra corporelle montre clairement. « Je ne peux pas vous aider, » l'interrompit Williams d'une voix à peine audible. « Ne pouvez-vous pas ou ne voulez-vous pas ?» insista Nena. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, la vie d'un homme est détruite pour couvrir la corruption. Cela va à l'encontre de tout ce que le tribunal devrait défendre. » Williams leva enfin les yeux, son regard hanté. « Vous ne comprenez pas la position dans laquelle je suis. »« Je pense que si, » répondit Nena doucement. « Les accusations de drogue de votre fils, l'annulation soudaine d'une affaire, l'implication de l'officier Griggs. » Le visage du juge se ferma. « Vous m'avez enquêté. »« J'ai enquêté sur tout le monde, » corrigea Nena. Elle posa 2 autres éléments sur son bureau. Le dossier de la nomination à la médaille d'Isaiah pour ses services distingués et une image fixe de la vidéo de la caméra corporelle montrant Griggs en train de planter des preuves. « Yo, la question est, » continua Nena, « lorsque tout cela sera mis à jour, et ça le sera, de quel côté de l'histoire voulez-vous être ?» Le juge Williams fixa les documents pendant un long moment, sans dire un mot. Finalement, il leva les yeux. « Le procès se déroulera comme prévu. Je prendrai mes décisions en fonction des preuves présentées au tribunal. » Ce n'était pas l'engagement qu'elle espérait, mais quelque chose dans le ton du juge lui donna un éclat d'espoir. Cette nuit-là, Nena rentra chez elle pour trouver la porte de son appartement légèrement entr'ouverte. Son cœur s'accéléra en l'ouvrant prudemment. À l'intérieur, le chaos l'attendait. Les meubles renversés, des papiers éparpillés sur le sol. Son mur de preuves, où elle avait méticuleusement assemblé les connexions dans l'affaire d'Isaiah,
avaient été détruits, les photos et documents manquants. Mais Nena esquissa un petit sourire amer. Elle s'y attendait. Chaque document avait été numérisé, chaque photo sauvegardée, chaque connexion enregistrée dans un stockage sécurisé sur le cloud. Ils avaient mépris ces preuves physiques, mais la vérité restait intacte. Dans sa cellule, Isaiah était assis sur le bord de son matelas mince, écrivant à la lueur pâle filtrant par la petite fenêtre. Le papier était bon marché, le crayon court, mais son écriture restait précise. « Cher Aalia, si tu lis ceci, les choses ont peut-être mal tourné. Il y a des gens qui veulent me réduire au silence, à cause de ce que je sais, de ce que j'ai vu. Mais la vérité mérite d'être dite, même si ce n'est pas moi qui la dirai. Je ne t'ai jamais abandonné. Je t'ai cherché chaque jour pendant 16 ans. Le système qui t'a prise est le même, qui tente de m'enterrer aujourd'hui. Peu importe ce qui se passe dans cette salle d'audience, sache que je suis fier de la femme que tu es devenue. Ta mère en serait fière aussi. Continue de te battre. La vérité trouve toujours son chemin, même si cela prend du temps. Avec tout mon amour, ton père, Isaïe. » Il replia la lettre soigneusement et la cacha dans sa botte, là où les gardes ne vérifièrent pas souvent. Puis, il s'agenouilla près de son lit, les mains jointes devant lui pour les défunts. Il murmura dans l'obscurité, pour ceux qui étaient réduits au silence, pour la vérité. Le lendemain, le procès commencerait. Le matin du procès, le ciel était d'un bleu parfait après plusieurs jours de pluie. Dehors, les manifestants se tenaient sur les marches du tribunal, brandissant des pancartes demandant justice pour Isaiah et la responsabilité de la police. Les camions de presse remplissaient la rue. À l'intérieur, l'atmosphère était tendue, chargée d'anticipation. Nena traversa le contrôle de sécurité, ses dossiers de l'affaire serrés contre sa poitrine comme une armure. Son supérieur avait finalement signé sa motion, bien que sa signature soit accompagnée d'un avertissement. « Tu es seul si ça tourne mal. » La salle d'audience se remplissait rapidement. D'un côté, des officiers en uniforme, dont Griggs, étaient assis en solidarité silencieuse. Leur présence envoyèrent un message subtil au jury et aux juges. De l'autre côté, des vétérans venus de tout l'État soutenaient l'un des leurs, remplissant les bancs de leurs casquettes militaires et de leurs visages solennels. Isaiah fut introduit par une porte latérale, portant un costume que Aalia lui avait acheté, ses premiers vêtements appropriés depuis des années. La transformation était frappante. Bien qu'encore maigre, il portait sa tenue avec une prestance militaire, la tête haute et le regard direct. Les gardes lui enlevèrent les menottes, et il s'assit à côté de Nena, hochant la tête une fois vers Aalia dans la première rangée. Le juge Williams entra, son visage soigneusement impassible. « L'audience est ouverte », annonça-t-il d'une voix plus assurée que la veille. « L'État contre Isaiah Boone. Les deux parties sont-elles prêtes à commencer ?» Le procureur Peterson se leva. « L'État est prêt, votre honneur. »« La défense est prête », répondit Nena d'une voix claire, bien que nerveuse. Le juge Williams regarda l'audience pleine. « Vu l'intérêt public dans cette affaire, je vous rappelle que je ne tolérerai aucun trouble ni tentative d'influencer ces procédures. Nous commencerons par la sélection du jury. » Lors de la sélection des jurés, Nena reconnut rapidement deux visages d'une affaire de corruption précédente. Les deux avaient tranché en faveur de la police, malgré des preuves accablantes. Elle les écartera avec ses challenges limités, notant l'agacement de Griggs à chaque fois. Peterson choisit les jurés comme s'il sélectionnait des armes, se concentrant sur ceux qui exprimaient des opinions strictes sur la loi et l'ordre. Lorsque le jury fut constitué, composé de 7 femmes et de 5 hommes de divers âges et horizons, les déclarations d'ouverture commencèrent. Peterson présenta Isaiah comme un vagabond dangereux et instable mentalement, ayant menacé la sécurité publique. Il promit des preuves de tendance violente d'Isaiah et de résistance aux ordres de la police. Lorsque ce fut le tour de Nena, elle se leva lentement, croisant le regard de chaque juré avant de parler. « Cette affaire ne concerne pas seulement un homme sans abri injustement arrêté,
commença-t-elle. Il s'agit d'Isaiah Boone, un héros de guerre décoré qui a servi ce pays pendant 15 ans. Un homme qui a été abandonné par le système qu'il risquait sa vie pour protéger. Elle désigna Isaïe. Les preuves montreront que mon client n'est pas seulement innocent des charges qui pèsent mot contre lui, mais qu'il a été délibérément ciblé par des officiers qui ont planté des preuves et falsifié des rapports. Des officiers qui ont fait cela auparavant, avec d'autres citoyens vulnérables. Mais cette affaire va au-delà de la faute policière. Elle révèle un modèle de silence systématique. Un vétéran qui a dit la vérité au pouvoir et qui a été effacé pour son courage. À la fin de ce procès, vous saurez non seulement qu'Isaiah Boone est innocent, mais aussi pourquoi il était si important pour certaines personnes qu'il soit réduit au silence. Le premier témoin de l'accusation fut Tom Brady, le commerçant. Sous l'interrogatoire minutieux de Peterson, il relata une version des événements où Isaiah était agressif et menaçant. Il a essayé de passer derrière le comptoir quand je lui ai dit qu'il n'avait pas assez d'argent, affirma Brady, essuyant la sueur de son front malgré la climatisation de la salle. Il a dit qu'il reviendrait me voir. Lors du contre-interrogatoire de Nena, elle présenta une vidéo de surveillance du magasin qu'Elijah avait obtenue d'un commerce voisin. La vidéo montrait clairement Isaiah simplement debout au comptoir, puis dehors, sur le banc, sans geste menaçant. Monsieur Brady, cette vidéo montre que mon client n'a jamais essayé de passer derrière le comptoir, ni fait de gestes menaçants. Souhaitez-vous réviser votre témoignage ? Les yeux de Brady se tournèrent vers Griggs, puis vers Nena. Peut-être que je me suis trompé. Ça s'est passé vite. Rappelez-vous que vous êtes sous serment, lui rappela Nena doucement. Avez-vous été contraint de donner un faux témoignage à propos de M. Boone ? L'avocat de Peterson objecta, mais Nena demanda « Monsieur Brady, pourquoi votre description des événements a-t-elle changé de manière aussi drastique entre aujourd'hui et votre déclaration écrite ?» Le masque de Brady se fissura. « Écoutez, j'étais dans une mauvaise journée. Peut-être que j'ai réagi trop fort. C'est tout ce que je dis. » À mesure que Brady quittait la barre, le scepticisme du jury était palpable. L'affaire de l'accusation avait pris un premier coup. Ensuite, Peterson appela les officiers Malloy et Turner, qui témoignèrent de la résistance agressive d'Isaiah lors de son arrestation. Le contre-interrogatoire de Nena fut précis, soulignant les contradictions entre leurs témoignages et le rapport d'arrestation, ainsi que des impossibilités physiques dans leur chronologie. Pendant la pause déjeuner, Nena reçut un appel urgent de l'hôpital de Bay City. Une infirmière avait essayé de la joindre concernant la jambelle. Moins d'une heure plus tard, Nena avait déposé une motion d'urgence pour modifier sa liste de témoins, invoquant l'état critique de Bell et de nouvelles preuves. Lorsque l'audience reprit, Nena appela James Bell à la barre. Un murmure parcourut la salle en le voyant entrer, son visage méconnaissable à cause des ecchymoses, une perfusion l'accompagnant. « Officier Bell, pouvez-vous dire à la cour ce qui vous est arrivé ?» demanda Nena doucement. L'avocat de l'accusation objecta, mais le juge Williams permettait à Bell de témoigner. Bell, d'une voix faible mais déterminée, expliqua « J'ai été attaqué près de mon appartement la nuit dernière. Ils n'ont pris rien, juste m'ont frappé et laissé un message. La prochaine fois, ce sera mon frère. » Nena poursuivit. « Et pourquoi pensez-vous avoir été attaqué ?» Bell fixa Griggs. « Parce que j'avais des preuves. Des vidéos de caméras corporelles montrant Griggs et Malloy plantant des preuves dans le sac de M. Boone. » La salle explosa. Le juge ordonna le silence. Nena diffusa la vidéo. Elle montrait Griggs plaçant un couteau dans le sac d'Isaiah pendant que Malloy observait. Leur conversation était tout aussi incriminante. Griggs et Malloy ne purent éviter les regards du jury. À la fin du témoignage de Bell, l'atmosphère dans la salle de tribunal avait changé. L'affaire de l'accusation se désintégrait. Peterson le savait. Il demanda une pause brève, que le juge accorda. Pendant la pause, le juge Williams se retira dans ses chambers,
visiblement secoué par le témoignage de Bell. Les preuves de corruption policière étaient accablantes et l'attention publique rendait impossible toute tentative de dissimulation. Lorsque la cour se rouvrit, Nina annonça son intention d'appeler Isaiah Boone à la barre. Un silence se fit dans la salle, alors qu'Isaïe s'avançait, posa sa main sur la Bible et prêta serment. Sous le questionnement minutieux de Nina, Isaiah raconta son histoire avec calme et dignité. Ses années de service, les opérations secrètes, la prise de position morale qui lui coûta tout, la perte de sa femme et de sa fille, et sa descente dans la pauvreté. « Je n'ai menacé personne dans ce magasin », affirma-t-il fermement. « J'avais assez pour de l'eau. Quand il a refusé, j'ai dit que je partirais ailleurs. C'est tout. » Le jury écouta attentivement, plusieurs d'entre eux visiblement émus par son récit. Même certains policiers présents semblaient mal à l'aise, particulièrement les plus jeunes, qui n'avaient jamais entendu toute l'histoire. Lorsque Peterson entama son contre-interrogatoire, son approche était agressive, tentant de peindre Isaiah comme un détraqué, inventant des théories du complot pour expliquer sa situation. Vous attendez que ce tribunal croie que l'armée des États-Unis a effacé toute votre carrière parce que vous avez vu quelque chose que vous n'auriez pas dû. Le ton de Peterson était dédaigneux. Non, monsieur, répondit Isaiah calmement. Ils ont effacé mon dossier parce que j'ai refusé d'effacer la vérité. Peterson changea de tactique, se concentrant sur le PTSD et l'alcoolisme d'Isaiah pendant ses premières années de vie en rue. N'est-il pas possible que votre mémoire soit altérée par votre état? Que vous ayez construit cette histoire élaborée pour donner un sens à votre situation? Isaiah réfléchit avant de répondre. La mémoire est une chose étrange, monsieur Peterson. Je ne me souviens pas toujours de ce que j'ai mangé hier, mais certains moments, ceux qui changent une vie, ils brûlent en vous comme des marques. Je me souviens de chaque mot de l'ordre que j'ai refusé de suivre. Je me souviens du visage de chaque civil que nous avons sauvé au lieu de les abandonner. Et je me souviens exactement de l'odeur de la pluie, le jour où on m'a dit que ma femme était morte. Sa sincérité simple résonna dans la salle d'audience. Peterson n'eut pas d'autres questions. Alors qu'Isaiah retournait à son siège, le juge Williams se pencha légèrement en avant. « Sergent Boone, dit-il d'une voix étonnamment calme, est-ce votre nom officiel et votre grade ?» Isaiah leva les yeux, surpris par la question. « Oui, votre honneur. » Sergent-chef Isaiah Boone, première reconnaissance, commandement tâche commune. Le juge hocha lentement la tête avant d'annoncer brusquement. La cour prendra une pause de 15 minutes. Il se leva et se retira dans ses chambers sans explication supplémentaire. Lorsqu'il revint, quelque chose avait changé dans son attitude. Il semblait plus confiant, plus résolu. Il ajusta sa robe, puis regarda directement Isaiah. « Avant que nous continuions, commença-t-il d'une voix forte, je dois aborder quelque chose d'important. » Il fit une pause pour se rassembler. « Cet homme, il désigna Isaiah, a servi notre pays avec distinction. Je le sais, car j'étais jeune officier JAG, affecté à l'examen des opérations dans cette région en 2007. Je me souviens du nom Boone. Je me souviens des rapports des actions de son unité. » La voix du juge se renforça à chaque mot. « Je me souviens d'un soldat qui a choisi de sauver des vies quand il aurait été plus facile de suivre les ordres et de les abandonner. » Puis, dans un moment qui serait plus tard décrit dans les journaux à travers le pays, le juge Williams se leva et s'adressa à toute la salle. « Cet homme devant nous mérite notre respect, pas notre condamnation. Tout le monde, levez-vous. » La salle tomba dans un silence total. Puis, comme un seul corps, tout le monde se leva. Les caméras flashèrent, malgré l'interdiction de photographier. Les jurés se levèrent instinctivement, leurs visages montrant divers degrés de choc et de compréhension croissante. Même l'huissier et le sténographe se levèrent, pris dans la gravité du moment. Isaiah regarda autour de lui, submergé par ce geste. Pour la première fois depuis son arrestation,
Des larmes coulèrent librement sur son visage, marqué par le temps, effaçant des années d'invisibilité. La salle resta debout dans un silence absolu. Les caméras continuaient de flasher, malgré les régulations du tribunal, capturant ce moment historique où le juge Franklin Williams reconnaissait publiquement le service et le sacrifice d'Isaiah Boone. Isaiah se tint droit mais stupéfait, les larmes traçant silencieusement son visage marqué, alors que des décennies d'invisibilité se dissipaient dans un seul geste puissant de respect. Griggs fut la seule personne à ne pas se lever, son visage tordu de rage. Il poussa sa chaise en arrière, produisant un grincement contre le sol poli, et se dirigea vers la sortie. « Officier Griggs », appela sévèrement le juge Williams, « cette cour n'est pas ajournée. Retournez immédiatement à votre siège. » Griggs hésita à la porte, son corps tendu de fureur, avant de revenir lentement à sa place dans la galerie. La tension dans la salle était palpable. « La cour sera suspendue jusqu'à demain matin à 9 h, annonça le juge Williams, frappant son marteau d'un coup décisif. « Avocat, je veux vous voir tous les deux dans mes chambres maintenant. » Alors que la salle commençait à se vider, Griggs se pencha vers le procureur Peterson, sa voix basse mais intense. « Ce n'est pas fini, et je ne tomberai pas seul. » Peterson se détourna légèrement, l'expression de son visage inquiète. La menace dans les paroles de Griggs était indéniable. Dans les chambres du juge, Williams avait retiré sa robe et était assis derrière son bureau, paraissant à la fois épuisé et d'une certaine manière plus léger. « Ce que j'ai fait là-bas était peu orthodoxe, reconnut-il, mais nécessaire. Nena acquiesça. Merci pour votre honnêteté, votre honneur. » « Ne me remerciez pas encore, » répondit Williams d'un ton sombre. « Ce qui se passe ensuite sera difficile pour tout le monde. » Il se tourna vers Peterson. « Bill, vous devez considérer les implications éthiques de poursuivre cette accusation, étant donné les preuves qui ont été présentées. » Peterson desserra sa cravate, l'air piégé. « Franklin, vous savez les pressions sous lesquelles je suis, le département, le bureau du maire. La loi devrait être votre seule pression, » coupa Williams. « Et les preuves montrent clairement que ces policiers ont falsifié des rapports et planté des preuves. »« Je dois consulter mon bureau, » dit Peterson en se levant précipitamment. « Je prendrai une décision d'ici demain matin. » Après le départ de Peterson, Williams se tourna vers Nena. « Miss Clay, je veux être clair sur quelque chose. Ce que j'ai fait aujourd'hui n'était pas seulement pour le sergent Boone, c'était pour réparer mon propre silence. » Il ouvrit un tiroir et en sortit un dossier manille, le faisant glisser sur le bureau. « Cela contient ma lettre de démission. Je la soumettrai après la fin de ce procès. »« Monsieur, cela ne sera peut-être pas nécessaire, » commença Nena. « Si, » l'interrompit fermement Williams. « J'ai déjà compromis ma position une fois. Je ne continuerai pas à siéger ici après avoir trahi mon serment. » Il esquissa un léger sourire. « Mais d'abord, je vais m'assurer que cette affaire reçoive la justice qu'elle mérite. » Dehors, devant le tribunal, le nombre de manifestants avait doublé, leurs cris résonnant dans les escaliers en pierre. Tandis que la nouvelle du geste dramatique du juge se répandait, des équipes de médias des chaînes nationales arrivaient, installant leur matériel sur la pelouse du tribunal. Elijah traversait la foule, enregistrant des interviews pour son article de suivi. Des vétérans de tous âges racontaient leurs histoires de négligence, post-service et de harcèlement policier, un schéma bien plus vaste que celui du cas d'Isaiah. Nena et Isaiah sortirent du bâtiment, sous une salve d'applaudissements. Isaiah s'arrêta un instant au sommet des marches, submergé par le soutien. Alia se plaça à ses côtés, prenant doucement son bras. « Ils sont là pour toi, papa, » dit-elle doucement. Isaiah redressa les épaules et descendit les marches, saluant la foule d'un signe de tête digne. Ce soir-là, dans un bureau isolé de la ville, l'agent Griggs marchait nerveusement, son téléphone collé à l'oreille. « Ils vont nous crucifier, » siffla-t-il. « Les vidéos, la déclaration du juge, on doit gérer ça. » La voix au bout du fil était calme et mesurée. «
Niez tout. Remettez en question l'authenticité des vidéos. Nous gérerons les dégâts de notre côté. » « Ebel, » exigea Griggs. « Il est toujours en vie, toujours en train de parler. Concentrez-vous sur vous, sergent. » Turner est déjà à la station. Il se livre. Griggs se figea. C'est lâche. Il donne des informations pour avoir de la clémence. La ligne se coupa. Griggs resta figé, son téléphone à la main, avant de se diriger vers la porte. Mais en atteignant sa voiture, 2 véhicules non marqués se garèrent devant lui. 4 hommes en costume sortirent, des badges brillants sous les réverbères. « Peter Griggs, » dit l'agent principal. « FBI, nous voudrions que vous veniez avec nous. » « Pour quelles accusations ?» demanda Griggs, reculant. « Obstruction à la justice, conspiration, falsification de preuves et violation des droits civils. » Les agents restaient impassibles. « Votre partenaire, l'officier Malloy, est déjà en garde à vue. Il a été plutôt utile. » Tandis que Griggs était emmené en menottes, son monde s'effondrait autour de lui. Le système qu'il avait manipulé pendant des années s'était finalement retourné contre lui. Chez elle, Nena reçut un appel inattendu. La voix au bout du fil était inconnue. « Agent spécial Marcus Daniels, je comprends que vous représentez Isaiah Boone. » Un frisson parcourut l'échine de Nena. « Je suis. De quoi s'agit-il ?»« Je fais partie d'une équipe interagence, » répondit Daniels calmement. « Nous suivons votre affaire de près. L'agent Griggs a été pris en charge par les autorités fédérales. Nous pensons que sa corruption va bien au-delà de la mauvaise conduite policière locale. Cela est lié au passé militaire d'Isaiah, devina Nena. Une pause. Je ne peux pas confirmer cela sur une ligne non sécurisée, mais nous aimerions vous rencontrer, vous et votre client, demain si possible. J'aurais besoin de plus d'informations avant d'accepter, répondit fermement Nena. Consultez vos emails dans 5 minutes, ajouta Daniels. Et Madame Clay, vous avez bien fait votre travail ici, mais cela va plus loin que ce que vous imaginez. Le lendemain matin, le maire convoqua une conférence de presse d'urgence, annonçant une enquête immédiate sur le département de police. Derrière lui, le chef de la police, Robert Andrews, se tenait, visiblement mal à l'aise. « Ces allégations de mauvaise conduite sont profondément préoccupantes, » déclara le maire, prenant soin de se distancer du scandale. « J'ai demandé au bureau du procureur de l'État d'examiner minutieusement tous les dossiers des officiers impliqués. Mais il ne mentionna pas la réunion d'urgence du conseil municipal, prévue l'après-midi, pour discuter de ses propres liens avec le chef Andrews et leur histoire partagée de fermer les yeux. Le matin suivant, la salle d'audience était électrique. La salle était bondée, les journalistes se pressant contre les murs. Le juge Williams entra, son expression solennelle mais résolue. « Avant de continuer, commença-t-il, je crois que l'accusation a une annonce à faire. » Peterson se leva, les épaules affaissées par la défaite. « Votre honneur, à la lumière des éléments présentés hier et après consultation avec le bureau du procureur de l'État, l'accusation demande l'abandon de toutes les charges contre Isaiah Boone. » Un murmure parcourut la salle. « Demande accordée, » répondit le juge Williams. Avant qu'il puisse poursuivre, les portes de la salle d'audience s'ouvrirent et un homme âgé, en uniforme militaire, fit son entrée. « Votre honneur, je suis le général James Harrington, retraité. Je suis ici pour témoigner en faveur du sergent Isaiah Boone. » Le juge Williams leva un sourcil. « Les charges ont été abandonnées, général. »« Je le sais, » répondit Harrington. « Mais il faut remettre les choses en ordre, pas seulement dans ce tribunal, mais dans l'opinion publique. » Le général Harrington se tourna vers la salle d'audience, sa posture droite malgré ses 70 ans. « J'ai commandé le Special Joint Task Command de 2002 à 2010. Le sergent Boone a servi sous mon commandement lors de plusieurs opérations à haut risque. » Le général fit une pause, ses yeux se posant sur Isaïe dans la salle. « Il faisait partie des meilleurs soldats que j'ai eu le privilège de diriger.
Il détailla le parcours exemplaire d'Isaïe, les vies sauvées et les choix impossibles auxquels il avait fait face. Puis, sa voix se fit plus grave en abordant le cœur du problème. Ce qui est arrivé au sergent Boone après l'opération Nightwind est une injustice. Il aurait dû être protégé, pas puni. Il a défendu les idéaux les plus élevés de notre serment militaire, quand d'autres ne l'ont pas fait. Le regard du général balaya la salle. Je l'ai failli alors. Nous l'avons tous failli. Je suis ici pour réparer cela. L'émotion se fit sentir dans la salle. Les vétérans présents se redressèrent, certains les yeux embués de larmes. Isaiah resta immobile, son expression mêlant vindication et ancienne douleur. Le juge Williams laissa le moment s'installer avant de parler. « Merci, général. Votre témoignage sera enregistré dans les archives. » Il se tourna vers Isaïe. « Monsieur Boone, veuillez vous avancer. » Isaiah s'avança, se tenant droit devant le juge qui avait autrefois été un jeune avocat militaire. « Monsieur Boone, » commença Williams solennellement, « ce tribunal vous déclare non coupable de toutes les charges. De plus, je lance une enquête immédiate sur la conduite de tous les officiers impliqués dans votre arrestation et poursuite. » Il marqua une pause avant d'ajouter plus personnellement « You, au nom de ce tribunal et en tant qu'ancien officier militaire, je vous présente mes plus sincères excuses pour les injustices que vous avez subies. » Le marteau tomba avec fermeté. Isaiah Boone était libre. Dehors, sur les marches du tribunal, Nena, Isaiah, Aalia et Elijah sortirent sous un soleil éclatant, accueillis par des applaudissements tonitruants. Isaiah, submergé par le moment, leva la main dans un salut solennel, immédiatement retourné par tous les vétérans présents. Cette nuit-là, alors que la ville digérait les révélations du jour, Isaiah s'éclipsa des célébrations pour visiter le mémorial des vétérans en ville. Dans le silence de la nuit, il se tint devant le mur des noms, ses doigts traçant les lettres gravées des membres de son équipe tombés au combat. « Je leur avais dit que je parlerais pour vous », murmura-t-il à leur mémoire. « Maintenant, personne ne vous oubliera. » Les semaines suivant l'exonération d'Isaiah furent un tourbillon de changements. Les médias se disputaient des interviews exclusives et les éditeurs proposaient des contrats lucratifs pour son histoire. Isaiah les refusa tous avec une dignité tranquille. « Je ne veux ni gloire ni fortune », confia-t-il à Nena lors d'un dîner tranquille dans son appartement. « Je veux juste retrouver ma dignité et le respect de ma fille. »« Vous avez les deux », assura Nena en jetant un regard vers Aalia qui dressait la table. « Et plus ». L'enquête sur le département de police s'étendit rapidement. Les affaires internes publièrent un rapport détaillant une décennie de corruption systémique. 5 policiers furent suspendus et des charges criminelles furent retenues contre Griggs et Malloy pour falsification de preuves, emprisonnement abusif et violation des droits civils. Les enquêteurs fédéraux s'intéressèrent particulièrement à la connexion entre le signalement militaire d'Isaiah et sa persécution ultérieure. 2 responsables du Pentagone démissionnèrent brusquement, invoquant des raisons personnelles qui ne trompèrent personne. Pour Nena, l'après-coup apporta une reconnaissance inattendue. La National Legal Defense Association la nomma pour le prix Brennan pour sa défense des opprimés contre l'injustice systémique. « Je faisais juste mon travail », protesta-t-elle lorsqu'elle reçut la nouvelle de son mentor Barker. « Non », corrigea-t-il avec un sourire. « Vous faisiez ce que tout le monde devrait faire, mais que peu ont le courage de tenter. » L'initiative qu'il proposait deviendrait la Veterans Justice Foundation, dédiée à fournir une assistance juridique aux anciens combattants maltraités par le système. Nena en serait la directrice fondatrice, avec Isaiah en tant que conseiller spécial. Les articles d'Elijah sur l'affaire remportèrent l'attention nationale, culminant avec un prix Pulitzer pour le journalisme d'investigation. Lors de la cérémonie, il dédia son prix aux invisibles, que la société a appris à ignorer. L'argent du prix, combiné aux dons de soutien, finança la création de Spotlight Journalism, une organisation à but non lucratif
dédié à la lutte contre la corruption policière. Pendant ce temps, Aaliyah et Isaiah entamèrent le délicat processus de reconstruire leur relation. Il y eut des silences gênants et des conversations douloureuses, mais aussi des découvertes de traits partagés. Le même rire discret, la même approche méthodique des problèmes, le même sens de la justice. Un matin frais d'automne, ils visitèrent ensemble la tombe d'Alicia. Isaiah se tint en retrait, laissant Aaliyah avoir un moment privé avec le souvenir de sa mère. Puis, avec révérence, elle plaça une photo encadrée contre la pierre tombale. Isaiah en uniforme, au sommet de sa gloire, fort et fier, expliqua Aaliyah, la voix tremblante. Isaiah hocha la tête, incapable de parler. Ils restèrent là, unis dans le souvenir de la femme qu'ils avaient tous deux perdue. L'agent James Bell reçut une retraite médicale, avec tous les avantages, son statut de dénonciateur le protégeant des représailles. Pendant sa convalescence, il devint un défenseur de la réforme policière, collaborant avec la fondation de Nena pour développer des programmes de formation à l'éthique pour les nouveaux agents. « La plupart des policiers veulent faire ce qui est juste », expliqua-t-il à une classe de cadets. « Mais le système punit souvent ceux qui se lèvent et récompense ceux qui restent silencieux. Nous devons changer cette culture de l'intérieur. » Le juge Williams, fidèle à sa parole, démissionna après le procès. La communauté juridique fut divisée. Certains critiquèrent ses premiers compromis, d'autres saluèrent sa position finale pour la justice. Williams lui-même semblait en paix avec sa décision. Il commença à faire du bénévolat dans un groupe de soutien aux anciens combattants, où Isaiah parlait parfois du PTSD et de la reconstruction de la vie après le service. Lors d'une session, Williams s'approcha d'Isaiah, hésitant. « Je ne suis pas sûr d'avoir le droit de demander pardon, » admit-il. « Nous faisons tous des compromis que nous regrettons, » répondit Isaiah sans jugement. « La question est ce que nous faisons après. » Nena continua à recevoir des dossiers de sans-abri ciblés par des éléments corrompus du système. Deux anciens combattants ayant vécu des histoires similaires à celles d'Isaiah cherchèrent son aide, confirmant ainsi ses soupçons qu'il s'agissait d'un schéma plus vaste d'injustice. « Ce n'est pas seulement l'histoire de quelques mauvais policiers », conclut-elle. Elle expliqua à son équipe croissante d'avocats bénévoles. Il s'agit d'un système conçu pour protéger le pouvoir et la propriété plutôt que les gens, surtout ceux qui n'ont pas de voix. Elle épingla une photo d'Isaïe sur le mur de leur bureau. « Un cas à la fois, nous allons changer ce système. » Isaiah trouva un logement temporaire grâce à un programme pour vétérans, bien qu'il passât la plupart de ses journées à aider Aaliyah chez elle, en réparant des choses et en cuisinant les repas qu'ils partagèrent le soir. La routine d'une vie normale lui sembla étrange après tant d'années dans les rues. Mais il l'embrassa comme un cadeau qu'il n'avait jamais espéré recevoir. Un jour particulièrement significatif, il adopta un chien de sauvetage dans un refuge, un chien de taille moyenne, croisé, avec des yeux intelligents et une patte arrière manquante. Il le nomma « Bravo », en hommage à son ancienne unité. Chaque matin, Isaiah et Bravo marchaient devant le coin où il avait autrefois dormi. La ville y avait installé une petite plaque en bronze, dans le cadre d'une initiative visant à honorer les vétérans sans abri. L'inscription disait simplement « En l'honneur de ceux qui ont servi leur pays, mais n'ont trouvé aucun foyer à leur retour. Nous vous voyons maintenant. » 6 mois après le procès, Isaiah reçut une lettre officielle du département de la Défense. Ses mains tremblaient légèrement en l'ouvrant, avec Aaliyah à ses côtés. À l'intérieur, il apprit que sa rétrogradation en tant que déshonoré avait été annulée et remplacée par un statut honorable avec distinction. De plus, sa médaille de la vaillance, refusée 15 ans plus tôt, avait enfin été approuvée. Une note manuscrite l'accompagnait. « Sergent Boone, aucune excuse officielle ne pourra jamais réparer les injustices que vous avez subies. Votre fidélité à votre serment de défendre la Constitution face à tous les ennemis, étrangers et nationaux, vous a coûté cher,
mais à incarner les idéaux les plus élevés du service militaire. Nous vous avons failli pour cela. Je suis profondément désolé. Avec un profond respect, le général James Harrington. Isaiah lut la lettre 2 fois avant de la poser soigneusement de côté. « Cela ne change pas le passé, dit-il doucement. Mais cela compte pour l'avenir. »« Ton avenir ?» demanda Alia. Isaiah sourit doucement. « L'avenir de tout le monde. La vérité compte, même si elle arrive trop tard. » 1 an après son arrestation, Isaiah se tenait devant un groupe de jeunes en difficulté au centre communautaire où il travaillait désormais comme mentor. Les adolescents, principalement issus de quartiers où les rencontres avec la police finissaient souvent mal, le regardaient avec un mélange de lassitude et de curiosité. « Cet uniforme ne fait pas de vous un héros », leur dit Isaiah, brandissant sa vieille veste militaire qui pendait maintenant sur son corps toujours mince. « Ce que vous faites après qu'on vous l'ait enlevé, c'est ce qui compte. » Il regarda les visages jeunes devant lui, y voyant à la fois vulnérabilité et force. La société peut vous dire que vous êtes invisible, vous convaincre que votre voix n'a pas d'importance. C'est ainsi que les systèmes de pouvoir se maintiennent, en vous faisant croire que vous êtes impuissant. Isaiah se redressa un peu plus, sa voix prenant de la conviction. « Mais voici la vérité. Ils ne veulent pas que vous le sachiez. Vous comptez. Votre histoire compte. Et quand vous vous levez pour raconter cette histoire, même si votre voix tremble, même si cela prend des années pour être entendu, vous pouvez changer le monde. » Alia observait depuis l'embrasure de la porte, la fierté brillant dans ses yeux. Derrière elle, Na et Elijah étaient témoins de la transformation d'un homme qui avait presque été effacé de l'histoire, mais qui aidait maintenant à écrire un nouveau chapitre pour les autres. À l'extérieur, le soleil brillait sur une ville qui commençait lentement à prendre conscience de ses propres échecs et possibilités. Le changement ne viendrait ni facilement, ni rapidement. Les systèmes de pouvoir et d'oppression avaient des racines profondes et des défenseurs farouches. Mais dans les tribunaux, les centres communautaires, les réunions politiques et les manifestations publiques, le travail continuait. L'histoire d'Isaiah était devenue bien plus que celle d'un homme passant de l'invisibilité à la réhabilitation. C'était devenu un cri de ralliement, un cas d'école, un modèle pour contester l'injustice. La corruption qui avait failli le détruire n'avait pas été totalement vaincue. De telles batailles ne sont jamais vraiment gagnées. Mais elles avaient été exposées, confrontées et rendues responsables. Et dans un monde où les victoires sont souvent incomplètes et la justice imparfaite, cela comptait pour quelque chose de très important, l'espoir. Qui parmi nous passe devant les invisibles sans jamais se demander quelles forces ont conspiré pour effacer leur histoire? Si ce récit de justice longtemps nié vous a touché, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous et partagez pour garantir que d'autres histoires longtemps ignorées obtiennent enfin le public qu'elles méritent.